On dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Mais que se passe-t-il lorsqu'un incendie sert à la dissimuler? Cette semaine, un incendie a éclaté au cœur de Judée-Samarie. Les volontaires qui se sont précipités pour l'éteindre ont été attaqués alors qu'ils luttaient contre les flammes. Et puis est venue une accusation stupéfiante. Les mêmes personnes qui combattaient l'incendie l'auraient déclenché elles-mêmes. Alors, que s'est-il réellement passé cette nuit-là et pourquoi deux récits complètement différents se disputent-ils maintenant l'attention du monde? Bienvenue de nouveau en Judée et ici sur JNS TV. Et je ne suis certainement pas un prophète, les amis, mais la semaine dernière, nous avons parlé du potentiel de terrorisme incendiaire à travers la Judée et la Samarie, perpétré par ceux qui essaient littéralement de réduire Israël en cendres. Nous voici cette semaine avec un autre cas d'incendie criminel initié par des Arabes. Et dans l'histoire suivante, ces incendiaires arabes essaient de brûler Israël, puis accusent les Juifs. Mardi soir dernier, des Arabes ont incendié des pâturages appartenant à la ferme Sela Harimoun, qui se trouve au nord de la ville de Taïba, dans la région de Binyamin en Judée et Samarie. Figurez-vous que des bénévoles arrivés sur les lieux pour tenter de maîtriser l'incendie ont été attaqués par des Arabes qui leur lançaient des pierres. Un Israélien a été légèrement blessé. Malgré l'attaque, les bénévoles ont poursuivi leurs efforts pour lutter contre l'incendie jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint. Ils ont utilisé un camion de pompiers, des tapettes à feu et des souffleurs, et les images de la scène montrent clairement les bénévoles en train de lutter contre les flammes. Regardons ce clip. Voilà donc des Juifs qui arrivent et éteignent le feu. Cependant, après que l'incendie ait été éteint, des Arabes sont allés voir les médias et ont déclaré que les Juifs brûlaient leur propre terre. Des sources de la ville de Taïba ont publié de fausses allégations, prétendant que les habitants eux-mêmes avaient déclenché l'incendie. La chaîne Al Jazeera a même cité le maire de Taïba, affirmant que des soi-disant colons avaient incendié toute une colline appartenant aux terres de leur village la nuit dernière. Cependant, les faits sont clairs. Les volontaires sont arrivés pour éteindre l'incendie. Ils ont été attaqués alors qu'ils éteignaient l'incendie et ont continué à travailler jusqu'à ce que l'incendie soit complètement éteint. Ici, on a un incendie criminel, un déni, puis une calomnie antisémite disant que l'incendie a été déclenché par des Juifs. Comment avez-vous le temps de faire tout cela? Si vous voulez réduire Israël en cendres et accuser les Juifs, vous trouvez le temps. Tout comme il y a des gens qui nient l'Holocauste ou qui nient que le 7 octobre ait été si terrible, ici vous avez ceux qui nient que des incendies criminels aient été commis. Comme dit la semaine dernière, quelques allumettes et un peu de bois d'allumage suffisent à provoquer une attaque terroriste par le feu. Espérons que ces incidents seront extrêmement limités cet été et espérons que nos services de sécurité attraperont tous les responsables de ces attaques. Pour continuer, la semaine dernière, les ministres des Affaires étrangères de l'Australie, du Canada, de la France, de la Norvège et du Royaume-Uni ont annoncé qu'ils sanctionnaient 6 entités et une personne qu'ils estiment coupables de ce qu'ils appellent la violence des colons. Le secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni a annoncé que les personnes concernées subiront un gel de leurs avoirs ainsi que d'éventuelles interdictions de voyager et d'exercer des fonctions de direction. J'ai dû chercher ce que signifiait l'exclusion de fonctions de direction, mais cela interdit de participer à des activités commerciales et à la gestion d'entreprises. Israël a répondu qu'il rejette fermement les nouvelles sanctions, ainsi que l'interdiction de visa annoncée cette semaine par la France. Contre Bezalel Smotrich, le ministre israélien des Finances, ainsi que 4 dirigeants de ce qu'ils appellent des organisations de colons et 21 soi-disant colons violents, voilà à quoi l'Europe, l'Union européenne et le Royaume-Uni se consacrent en ce moment. Ils sanctionnent un groupe spécifique d'Israéliens sur la base d'informations non confirmées fournies par des organisations radicales anti-israéliennes que beaucoup de ces pays financent eux-mêmes. Et comme nous l'avons déjà dit, les statistiques qu'ils utilisent sont compilées par OSHA, l'organisme des Nations Unies. Qui dit que des enfants juifs en sortie scolaire en Judée ou des juifs priant paisiblement sur le mont du Temple, eh bien, cela est considéré comme des violences commises par des colons. Saviez-vous qu'il y a actuellement un ciblage systématique et des massacres de populations non arabes dans la région du Darfour au Soudan? En ce moment même, actuellement en Afrique du Sud, des groupes de justiciers et des foules anti-immigrés ont pris pour cible des travailleurs étrangers et des migrants.
En Birmanie, en Asie du Sud-Est, le nettoyage ethnique et la violence restent graves, l'armée et divers groupes armés perpétrant des attaques ciblées selon des critères ethniques et religieux. Et en même temps, aux États-Unis, une nouvelle étude montre que la police de Chicago utilise de manière disproportionnée la force contre les Afro-Américains de Chicago. En résumé, il se passe bien plus de choses actuellement dans le monde. Il y a beaucoup de violence, de haine et de discrimination qui se produisent en ce moment partout dans le monde. Est-ce que ces pays d'Europe ont sanctionné l'un de ces autres groupes? Est-ce que ces pays ont imposé une interdiction de voyager à toute personne vivant sous l'autorité palestinienne qui a commis un massacre? Je reconnais que l'Union européenne a effectivement sanctionné un petit groupe de dirigeants du Hamas. Mais selon l'organisation Sauveteurs sans frontières, l'année dernière, il y en a eu 5051, réalisez un peu. 5051 attaques terroristes en Judée et Samarie, ayant fait 24 morts et plus de 400 blessés, et cela n'inclut même pas les attaques dans le reste du pays. Est-ce que l'un de ces pays a sanctionné ne serait-ce qu'un seul arabe vivant sous l'autorité palestinienne pour avoir commis ces attaques? Quelqu'un a-t-il entendu parler d'interdiction d'entrée en Europe pour ces terroristes? Ou bien l'Union européenne est-elle trop occupée à construire illégalement des maisons arabes dans la zone C et à réclamer obsessionnellement la création d'un soi-disant État palestinien pour se soucier des Juifs qui sont attaqués? Les amis, nous faisons face à une telle hypocrisie ici. Nous faisons face à une réalité dans laquelle un groupe de personnes, les Juifs, qui vivent dans une région du pays, la Judée et la Samarie, sont scrutés à la loupe pour que le reste du monde puisse les condamner. Vous voulez condamner la violence? Très bien, mais c'est soit pour tout le monde, soit pas du tout. Mais le but ici n'est pas de réprimer la violence, c'est de cibler les Juifs, et il y a un mot pour ça, ça s'appelle l'antisémitisme. Il faut aussi préciser que dans cette annonce, le Canada a sanctionné le mouvement Regavim. Regavim est une organisation de plaidoyer fondée sur la recherche axée sur l'utilisation des terres et la souveraineté en Israël. Nous avons déjà parlé d'eux à de nombreuses reprises. Regavim affirme qu'ils prennent des mesures immédiates pour déposer un appel et une demande reconventionnelle exigeant que leur nom soit blanchi et qu'ils soient indemnisés pour toute injustice subie. Nous allons certainement suivre ces développements de près. Maintenant, poursuivons. Je veux jeter un œil au titre suivant. Et d'ailleurs, cela me rend absolument fou. Ça me rend dingue de voir un titre comme celui-ci. Le voici. Un colon tire et blesse un Palestinien apparemment handicapé mental portant une pierre en Cisjordanie. Et voici le rapport complet. Un colon israélien a tiré et blessé un Palestinien qu'il a menacé avec une pierre, selon la police. Les Palestiniens disent que l'homme était handicapé mental. Selon la police, l'homme palestinien est arrivé dans une ferme d'avant-poste près du village de Douma, au nord de la Cisjordanie. Ce sont leurs mots, pas les miens. Il a menacé un habitant local qui s'est approché pour lui demander ce qu'il faisait et aurait tenté de l'attaquer avec la pierre. À ce moment-là, le colon s'est senti menacé et a tiré, neutralisant l'homme selon la police. L'agence de presse palestinienne officielle, appelée Wafa, cite des secouristes du Croissant Rouge qui affirment que l'homme, âgé de 29 ans, était handicapé mental et avait été blessé par balle à l'abdomen et à la jambe. Alors d'abord, regardons le titre, et cela vient en fait du Times of Israel. Ça commence par dire « Un colon tire ». Automatiquement, on comprend qu'il s'agit d'un juif qui tire. Il n'est pas écrit « aurait tiré », juste « tire ». Remarquez que les actions des Arabes étaient présentées comme présumées, mais pour le juif, c'est certain, il a tiré. Mais revenons au titre. D'abord, ils disent qu'il y a eu une fusillade, et ce n'est qu'après qu'ils mentionnent que le juif en question était menacé. C'est cela qui l'a poussé à tirer. Ensuite, le titre dit, je cite, « Apparemment un Palestinien souffrant d'un handicap mental ». Et quelle source d'information l'article cite-t-il? Il cite Wafa, le média officiel de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne qui ment quotidiennement, qui paie des terroristes pour assassiner des juifs. Leur agence de presse semble être une source fiable d'informations. Comment The Times of Israel peut-il se permettre d'utiliser Wafa comme source? Dommage que tant de gens à la recherche d'informations acceptent automatiquement ce titre et cet article comme des faits, sans même se rendre compte que Wafa est de la propagande de l'autorité palestinienne. Encore une fois, revenons au titre. Il est ensuite dit qu'un Palestinien portait une pierre. En d'autres termes, selon ce titre,
Un Juif a tiré sur un Palestinien handicapé qui s'occupait de ses affaires et marchait dans la rue avec une pierre. Peut-être qu'il avait un caillou de compagnie. C'est clairement écrit, il portait une pierre. N'importe qui lisant seulement le titre ne saurait pas qu'il menaçait d'essayer de tuer des Juifs. Les pierres peuvent tuer, ou plus précisément, des Arabes utilisant des pierres comme armes peuvent tuer. Et d'ailleurs, le reportage passe ensuite du mot pierre au mot caillou, comme si ce type tenait un petit galet à lancer et non un gros rocher. Encore une tentative de minimiser ce que faisait cet Arabe. Je dois admettre qu'il y a eu une version révisée de toute cette histoire, qui était un peu meilleure, mais c'était l'article initial publié en ligne pour que le monde entier le voie. Les gens me demandent souvent pourquoi la communication d'Israël est si mauvaise et ce qu'on fait mal. C'est difficile de faire passer la vérité quand les médias, surtout les médias israéliens, publient des titres trompeurs et des articles comme celui-ci. Les amis, assurez-vous que les informations que vous recevez sont fiables. En même temps, faisons de notre mieux pour faire connaître la vérité, surtout en ce qui concerne les Juifs en Judée et Samarie qui sont scrutés à la loupe dans le monde entier chaque jour. Maintenant, pour continuer, la semaine dernière, nous avons annoncé la terrible nouvelle de dernière minute qu'un Israélien avait été assassiné par un terroriste arabe au centre du pays. Le terroriste a ouvert le feu sur des civils dans une station-service près d'un restaurant McDonald's dans la ville israélienne de Koshavia, tuant un Israélien et en blessant grièvement 5 autres. Comme le souligne Palestinian Media Watch, le terroriste, qui a ensuite été identifié comme un Arabe israélien originaire de la ville de Taïba, a été abattu par un officier israélien. Alors qu'Israël recherchait encore un complice en fuite, l'armée israélienne a installé des points de contrôle mobiles le long des autoroutes et des points de contrôle fixes aux entrées des villes arabes voisines, ce qui a provoqué des embouteillages. Palestinian Media Watch note que lorsque l'agence de presse officielle de l'autorité palestinienne, c'est encore Wafa, a rapporté l'histoire, elle s'est exclusivement concentrée sur la souffrance des Palestiniens causée par les barrages routiers de l'armée israélienne. L'autorité palestinienne a dénoncé que les soldats arrêtèrent les véhicules, contrôlèrent les cartes d'identité et perturbaient fortement la circulation civile dans la région. Il n'a été fait aucune mention du meurtre terroriste, ni de la nécessité pour Israël de rechercher un deuxième complice terroriste, qui, d'ailleurs, a été capturé plus tard. Selon Palestinian Media Watch, l'autorité palestinienne adopte un double discours. Elle incite directement au terrorisme contre les Israéliens, tout en se posant en victime après une attaque terroriste, en ignorant l'attaque et en se concentrant sur la réponse sécuritaire renforcée et sur la façon dont cela les affecte, eux et seulement eux. L'autorité palestinienne ne pleurera sûrement pas après une attaque terroriste. Tu crois que l'autorité palestinienne a pleuré après le 7 octobre? Évidemment non. Mais l'autorité palestinienne va se plaindre des embouteillages et des soldats de Tsahal qui s'assurent qu'il n'y ait plus de terroristes en liberté. Ils chercheront à maximiser la couverture médiatique pour critiquer Israël d'avoir installé des checkpoints pour sauver des vies. Et je suis sûr qu'il y a eu des médias grand public qui sont tombés dans le panneau ou qui savaient que c'était de la fausse information et qui ont quand même relayé cette histoire larmoyante. Je parierai là-dessus. Tout comme Al Jazeera a diffusé de fausses informations en donnant la parole à ce maire qui a affirmé que les Juifs avaient déclenché les incendies, j'en suis certain. Les médias ont dit qu'Israël aime perturber la vie des Arabes, sans même mentionner, ou à peine, l'attentat terroriste qui a coûté une vie et bouleversé des vies à jamais. Les amis, il est temps de se réveiller. Il est temps pour Israël de se réveiller. Voilà en résumé ce qu'est l'autorité palestinienne. Ils ne sont pas nos partenaires pour la paix. Nous nous sommes retrouvés dans ce pétrin dans les années 90 et il est temps de trouver un moyen d'en sortir une bonne fois pour toutes. Maintenant, passons à la suite. Amnesty International a accusé cette semaine Israël de mener une campagne d'épuration ethnique soutenue par l'État en Judée et Samarie, ce qu'ils appellent la Cisjordanie, contre les communautés bédouines et palestiniennes d'éleveurs. Au cours des 3 dernières années et demie, conçues, selon leurs propres termes, pour accélérer l'annexion du territoire. Le rapport d'Amnesty, qui critique fréquemment Israël, détaille ce qu'ils appellent la violence des colons, le vandalisme, et plus encore. Le rapport a également détaillé une augmentation des communautés et des fermes en Judée et Samarie, ce qu'Amnesty considère comme un effort pour chasser les Arabes de ces terres, en particulier dans la zone C, où Israël exerce un contrôle total sur la sécurité et les affaires civiles, conformément aux accords d'Oslo. En réalité, il n'y a rien de vraiment nouveau ici. Israël est souvent faussement accusé de épuration ethnique par l'ONU et d'autres groupes.
Amnesty, bien sûr, n'admettra pas que les Arabes dont il parle vivent dans des communautés illégales sur des terres appartenant à l'État d'Israël. C'est pratique pour eux d'omettre cela. Et bien sûr, ils ignorent complètement les milliers d'attaques contre les Juifs en Judée et Samarie chaque année. Remarquez comment ils mentionnent la zone C sous contrôle israélien total. Alors, que se passe-t-il vraiment ici? L'autorité palestinienne, selon le plan Fayad de 2009, envoie délibérément ses Arabes et aussi des Bédouins pour s'installer dans la zone C dans l'espoir de prendre le contrôle de ces territoires. Nous en avons déjà parlé dans le passé. Leur but est de revendiquer un maximum de terres dans des zones stratégiques. Et ensuite, si jamais Israël entame des négociations avec l'autorité palestinienne, ce qui, plaise à Dieu, n'arrivera jamais, ils revendiqueront les terres qu'ils ont volées comme étant les leurs. Ils disent généralement que ces zones font partie des soi-disant anciennes terres palestiniennes datant de milliers d'années. Mais comme Regavim l'a montré avec des preuves photographiques remontant à plus de 100 ans, et même davantage, aucun village arabe ne se trouvait à ces endroits. Tout cela est une farce, tout cela est un jeu. Et Amnesty, encore et encore, prend toujours le parti opposé à l'État juif. Ne tombez pas dans le piège, ne croyez pas aux mensonges qu'ils répandent. Ils sont un autre outil utilisé pour tenter de créer un État terroriste au cœur ancestral d'Israël. Si Amnesty International dit qu'il fait jour, vous devriez automatiquement savoir qu'il fait en réalité nuit noire. Comme prévu, le Jérusalem Post a rapporté cette semaine que la commission d'enquête des Nations Unies sur le soi-disant territoire palestinien occupé a publié un rapport accusant les autorités israéliennes d'être impliquées dans ce qu'ils appellent des attaques de colons en Cisjordanie qui ont blessé ou tué des Palestiniens. Le rapport de l'ONU affirme que les autorités israéliennes ont permis les attaques des colons grâce à un soutien financier et militaire, dans un climat présumé d'impunité favorisé par les instances judiciaires et les forces de l'ordre. Il a aussi conclu que le groupe terroriste Hamas avait commis des crimes de guerre contre des Israéliens et des Palestiniens. Mais une fois de plus, on a des Juifs qui sont ciblés, puis on assimile les Juifs de Judée au Hamas en les mettant dans le même rapport, comme s'il y avait une sorte d'équivalence. Encore une fois, je n'ai aucun problème si vous voulez condamner la violence, mais cibler 500 000 citoyens israéliens juifs respectueux des lois et rester silencieux sur le reste du monde. Cela montre que, tout comme Amnesty, l'ONU n'a aucune boussole morale. Et enfin, cette semaine, l'Association nationale des législateurs chrétiens a décerné son prix du leadership Israël-États-Unis au chef du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan. Le prestigieux prix a été remis à Yossi Dagan lors de la conférence nationale de l'Organisation sur les politiques publiques pour 2026 qui s'est tenue à la Liberty University en Virginie. Yossi Dagan a reçu ce prix pour son leadership, le renforcement des liens entre les nations et son soutien à la terre biblique. Lors de la cérémonie, le président de l'organisation et Yossi Dagan ont remis des certificats de reconnaissance à 3 législateurs d'État représentant les premiers États américains à avoir adopté une législation soutenant l'utilisation du terme Judée et Samarie. Ces États sont l'Arkansas, le Tennessee et l'Arizona. La loi interdit l'utilisation du terme Cisjordanie dans les documents officiels de l'État, n'autorisant que Judée et Samarie, et reconnaît le droit du peuple juif sur la région. Lors de l'événement, le président de l'organisation a annoncé des plans pour promouvoir une législation similaire dans 20 autres États américains. L'organisation NACL, dirigée par son fondateur et président Jason Rappert, est considérée comme la plus grande organisation de législateurs aux États-Unis. Donc, félicitations à Yossi Dagan, le chef du conseil régional de Samarie. Et il est important de voir qu'avec autant de haine dirigée contre Israël et contre la Judée et la Samarie, il y a tellement de personnes, probablement parmi celles qui regardent l'émission, qui choisissent d'être du bon côté de l'histoire. Un grand merci aux personnes en coulisses ici à JNS TV, la productrice Barbara Anamoff, l'ingénieur Aaron Woglanter, Zach Zickerman, Ryan Lifshitz, le responsable de la station Yuri Skveretsky et la monteuse vidéo Ksenia Pelichenko. Assurez-vous de consulter tout le contenu incroyable proposé par JNS TV. Rendez-vous sur jns.org pour les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et de l'ensemble du monde juif. Envoyez-nous un super merci et abonnez-vous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour une nouvelle édition de l'émission uniquement sur JNS TV.